je vous propose qu'on commence tout de suite avec notre première table ronde, la concurrence, une chance pour le rail. Où est-ce qu'on en est de la transformation du système ferroviaire? C'est ce que nous allons voir au cours de cette table ronde. Et pour celle-ci, j'accueille tout de suite Thierry Guimbaud. Vous êtes président de l'autorité de régulation des transports par ici. Floriane Torchin, directrice des transports ferroviaires et fluviaux et des ports à la Direction générale des infrastructures des transports et des mobilités, la DGITM. Mathieu Chabanel, président directeur général de SNCF Réseau. Installez-vous sur les sièges, je vais prendre le dernier. Et enfin, Rachel Picard, présidente de Velvet, dont on parlait à l'instant, membre de l'Association française du rail. Installez-vous. Au cours de cette table ronde, on va voir pas mal de choses, mais j'aimerais bien qu'on commence déjà par un état des lieux avec une question toute simple. Où est-ce qu'on en est de l'ouverture à la concurrence? Déjà, pour savoir un peu où on va, il faut savoir où on est jusqu'à maintenant. Est-ce que les avancées sont importantes, satisfaisantes? Et je vais commencer par l'autorité de régulation, par vous, Thierry Guimbaud. Qu'est-ce qu'on peut dire là de l'état actuel de l'ouverture à la concurrence? Oui, ça a démarré incontestablement, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Sur le fret, j'en parlerai rapidement, il y aura une table ronde là-dessus. C'est évident que la part aujourd'hui de l'opérateur historique reste importante, elle le restera toujours, bien évidemment, mais il y a des opérateurs alternatifs, comme on dit, donc, notamment dans l'AFRA, qui sont très très présents, et donc on est dans quelque chose qui est plus ancien, mais qui est maintenant, je ne dis pas que tout marche parfaitement, mais en tout cas, la concurrence, elle est présente incontestablement. Sur le voyageur, elle est également présente. Alors sur le conventionné, il y a à peu près 10 appels d'offres qui ont été attribués à ce jour. Il y en a encore une bonne cinquantaine devant nous, appels d'offres par l'État pour les TER, pour les TET, pardon, et puis appels d'offres par les régions et par les métropoles. Donc le sujet, il est parti incontestablement. Et sur le SLO, c'est parti également. Le chemin n'est pas encore immense. Les potentiels sont devant nous. Voilà. Et les bénéfices sont déjà palpables. Alors, on les constate à l'étranger, ces bénéfices, en termes de prix moyens, en termes d'innovation, en termes de qualité de service. Donc, et c'est vrai dans tous les secteurs, ce n'est pas une découverte de se dire que quand on ouvre à la concurrence, à la diversité, j'aime pas trop employer le mot concurrence parce qu'il est parfois lourdement connoté. Donc diversité, ça serait un J'aime meilleur bien mot. la diversité, à l'initiative, à l'inventivité. Ben pour ça, il faut être plus nombreux. Un seul n'est jamais inventif autant que plusieurs. C'est une loi mécanique, si je puis dire, de la nature, humaine comme de la nature, toute la nature. Voilà, donc ça c'est un fait, je pense, qui est devant nous, qui est fort, et ça crée en fait, ce qu'on ne dit pas aussi assez, mais je crois que l'AFRA le dit beaucoup, et il a raison, ça crée de l'offre supplémentaire, en fait. Quand on ouvre à la concurrence, on dit toujours on va partager le même gâteau à plus nombreux. Non. Le gâteau, il grossit. Nulle part c'était constaté comme ça. Nulle part. Le gâteau, je ne dis pas qu'il progresse, il y a évidemment des remises en cause à faire pour tout le monde, hein, mais ce gâteau se développe nécessairement. Et on le constate déjà. Les petites expériences qu'on a encore dans ce pays. À l'étranger, on l'a constaté sans souci, et on le voit bien déjà. Il y a plus d'offres, je le dis toujours, sur l'axe Paris-Lyon qu'il y en avait avant, par exemple. Et il y a des prix qui sont en moyenne moins élevés. Donc, et bien évidemment, le même constat sur le conventionné, où on voit, on l'a dit tout à l'heure, hein, qu'il y a effectivement des contributions des collectivités qui sont soit moins élevées, soit à niveau constant, mais avec plus d'offres. Donc ces effets-là sont là, et donc c'est de l'offre en plus. Et c'est le bon moment qu'il y ait de l'offre en plus, parce que la demande, elle est là. D'accord. Et ça, c'est historique, j'en sais rien. En tout cas, nos études, pas que les nôtres, mais je parle des nôtres, le montrent. En 2023 et 2024, va sans doute être confirmé, il manque encore des petits éléments sur le routier, la croissance du collectif et du collectif ferroviaire, le transport collectif ferroviaire, est supérieure à plus de 100 km à la croissance de la route. C'est une inversion qui est en train de se confirmer. Donc quand il y a de la demande, il faut qu'il y ait de l'offre en face. Et c'est là où le problème peut commencer à se poser. Et la concurrence aide à ça. Alors, on est en chemin, mais le chemin est long encore et les obstacles extrêmement nombreux. Et je ne parle pas d'obstacles qui seraient dus à la bonne intention d'un ou de l'autre, qui voudraient bloquer les choses. Ça, je pense que ce n'est pas le sujet, honnêtement. Les obstacles, s'il y en a, ils sont, excusez-moi du terme un peu pédant peut-être, mais systémiques. Autrement dit, une activité qui rentre, un secteur qui rentre dans le secteur concurrentiel, ça remet en cause fondamentalement
ses tout bases. un ensemble. Exactement, ça remet tout en cause. J'aurai l'occasion d'y revenir. On y reviendra sur. Mais c'est très très important, y compris dans les esprits. Je vous donnerai des anecdotes qui sont intéressantes sur. Mais je crois que j'ai cru comprendre que Hubert Duménil va aussi en parler. Oui. Dans les esprits, il y a aussi des blocages extrêmement importants. Voilà. C'est culturel aussi. Mais c'est culturel, c'est systémique. Il n'y a pas de mauvaise intention ni de part ni de l'autre. Mais voilà, et c'est ça, c'est cette virage-là. Donc on est à une bascule en clair. On est à un moment de bascule. Mathieu Chabanel, vous êtes d'accord avec ce tableau dressé par Thierry Guimbaud? La dynamique est lancée, on est à un moment de bascule, il y a encore pas mal de chemin à faire. Vous voyez passer les trains, donc comment vous voyez les choses côté ouverture de la concurrence? Alors d'abord, par nature, je suis toujours d'accord avec ce que dit Thierry Guimbaud, surtout bien, en période déjà de consultation sur les tarifs 27-29. Et deuxièmement, on ne se contente pas tout à fait que de regarder passer les trains. On essaye de favoriser le développement de l'offre. Et c'est vrai que la concurrence qui est là, c'est-à-dire la présence de nouveaux acteurs qui ont envie de faire rouler des trains sur le réseau, elle est bien présente et elle représente un potentiel de croissance pour nous, des trafics, donc des recettes, donc des moyens pour entretenir le réseau, qui est important. Alors, comme le soulignait Thierry Guimbaud, ce qui est très positif, c'est que ça se passe dans un moment où il y a une envie de train. Et donc, que cette concurrence, elle ne se phagocyte pas, ou en tout cas, c'est vraiment ce qu'on a constaté dans les premières expériences concrètes. Elle ne se phagocyte pas, mais elle aboutit à une croissance de l'offre, à une croissance du nombre de voyageurs, et pour nous, à une croissance du nombre de trains qui roulent sur le réseau. Puis, je voudrais aussi souligner que les autorités organisatrices, elles aussi, jouent le jeu. C'est-à-dire que elles réinvestissent une part importante des gains économiques qu'elles tirent de la mise en concurrence dans un accroissement de l'offre qu'elles proposent. Et d'ailleurs, souvent, l'accroissement de l'offre, en fait, il ne vient pas d'une initiative de telle ou telle entreprise, filiale de la SNCF, filiale où elle vient de la volonté de l'autorité organisatrice de réinvestir les gains économiques permis par la mise en concurrence dans un accroissement de l'offre. Alors, le fait que ça arrive pour de vrai, nous, c'est en train de changer notre vie à nous aussi du côté du réseau. Parce que gérer un réseau, Thierry Guimbaud disait qu'il y a déjà 11 marchés qui ont été attribués. Il y en a encore une quarantaine. Et chacun de ces marchés, c'est une entreprise, qu'elle soit filiale de la SNCF, de Transdev, de la RATP, d'autres opérateurs, c'est une entreprise dédiée, indépendante. Et donc, le rôle du gestionnaire de réseau, il n'est plus de coordonner quelques entreprises. Demain, il est de coordonner 50 entreprises qui font du trafic régional sur le réseau ferré national. Et donc ça change énormément de choses en termes de gestion de crise, en termes d'exploitation, en termes de prévision à long terme des trafics. Donc il y a vraiment une métamorphose systémique, mais on y reviendra, de l'ensemble du paysage. Et SNCF Réseau, au-delà de son rôle d'accompagnement des nouveaux entrants, il est au cœur de cette métamorphose systémique. Floriane Torchin, côté État, quel regard portez-vous sur cette ouverture à la concurrence, ce démarrage? Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit Thierry Mathieu, parce que moi aussi, par définition, je travaille bien avec eux. Non, peut-être pour je vais citer une anecdote pour illustrer ce que Mathieu Chabanel vient d'indiquer. Quand je suis arrivée à la DGITM en 2021, les équipes, peut-être un peu rapidement, m'ont dit « Bon, c'est bon, on a tout fait, tout ce qu'il fallait pour le cadre de l'ouverture à la concurrence, puisqu'on avait transposé le 4e paquet ferroviaire, on avait pris les décrets qui découlaient de ça. » Il disait il faut que le marché fasse maintenant. Et en fait, non, maintenant on rentre. Alors je parle du voyageur évidemment, hein, puisque sur le fret c'était déjà largement ouvert. Maintenant il y a des vraies entreprises qui sont là et qui soulèvent tout plein de questions. Que ça soit sur des questions sur le réseau, il y a eu des discussions sur les accords cadres il y a une année à peu près, des questions comme ça, mais aussi des questions qui sont sur la partie conventionnée, au croisement entre les sujets qui sont le fait qu'il y a plusieurs autorités organisatrices et plusieurs entreprises en face. Donc là, on est vraiment en train d'aborder des sujets qui sont en réalité assez complexes, totalement systémiques, et qui sont en fait des chantiers qui sont devant nous. Je sais que c'est l'objet de la suite de la table ronde, mais on est vraiment maintenant face à des exemples concrets de sujets qu'il faut qu'on règle. C'est la mise en œuvre qui permet de voir tous ces sujets. Voilà. Et qui nécessitera peut-être de la loi et des décrets. On l'a vu dans la loi sur la sûreté des transports en commun qui a été votée au printemps. Il y a un petit article qui s'appelle l'article 27 qui demande une étude sur les impacts de l'ouverture à la concurrence sur l'organisation de la sûreté en matière ferroviaire. Intéressant. La loi, elle demande juste une étude, mais en vérité, on sait que derrière, il y a une vraie question sur l'organisation du système et qu'on va devoir l'aborder. Alors, côté Association française du rail et côté
des nouveaux entrants, du coup. C'est aussi une belle réussite. On a des échos là très positifs depuis le début de la table ronde. Vous êtes sur la même ligne, Rachel Picard ? À 100%. C'est bien, déjà 4 voix qui vont dans le même sens. Et peut-être pour pas redire ce qui a été dit, mais enfin ça y est, c'est parti en fait. C'est même une réalité en fait dans tous les secteurs, que ce soit le fret en premier, le conventionné ou le SLO. Je dirais que le démarrage est un peu long, mais en fait, on voit que les résultats sont quand même assez rapides. Ce qui prouve le dynamisme intrinsèque du marché implicite derrière. On voit quand même des résultats en termes de... Et on voit que ça crée du positif à peu près pour tous les acteurs du système, en fait. Et je pense que c'est ça qui est important dans cette enceinte ici, c'est de raisonner dans le système en grand. Évidemment, pour les voyageurs, c'est positif avec plus d'offres, que ce soit dans le conventionné ou dans le SLO ou dans le fret. Pour les clients en grand, c'est positif parce qu'il y a une baisse des tarifs. Il n'y a pas un effondrement des prix qui serait un autre problème pour l'ensemble du système. Pas du tout. Les voyageurs, ils attendent des prix raisonnables et on voit bien qu'ils ne boudent pas du tout le train, mais bien au contraire. Ça apporte du positif pour les pouvoirs publics, que ce soit par la baisse des prix dans le conventionné, par évidemment le financement qui arrive en plus, et puis une utilisation plus intense de l'infrastructure qu'elle a financée en partie. Donc ça me paraît un objectif important pour les pouvoirs publics. Et puis c'est aussi pour la SNCF, qui est l'acteur majeur de cet écosystème, un apport de financement, comme l'a dit Mathieu, qui n'est pas négligeable à ce stade et qui va ne faire que grandir et qui est bien utile à des moments où on se rend compte qu'il faut remettre un coup d'accélérateur sur la régénération, le renouvellement du réseau, et que les finances publiques, comme chacun sait, sont pas infinies et sont un peu difficiles. Donc un financement privé qui vient apporter à la fois du financement, mais en plus des conséquences positives pour l'ensemble du système, paraît le bienvenu. Et peut-être juste pour donner un peu de perspective pour l'avenir, pour la suite, je pense que malgré tout ça est assez récent et très fragile en fait. Et que ça demande des efforts de tout le monde pour le faire dans un momentum qui en fait va vite parce que les clients sont là, donc ça oblige à bouger rapidement, mais ça c'est plutôt sain. Mais dans un système qui lui est long, c'est-à-dire le temps du ferroviaire est long. Et je crois qu'on a partout, tout ce que j'ai entendu, tout le monde appelle à la stabilité des règles pour savoir où on va. Quand on investit des centaines de millions, voire des milliards, et ça vaut pour tous les acteurs, depuis le réseau jusqu'aux opérateurs, il faut savoir où on va dans la durée, en fait. Sinon, on n'a aucune chance d'y arriver. Et c'est pas parce qu'on a commencé qu'on est sûr de poursuivre, en fait. C'est-à-dire que... et je pense que c'est notre responsabilité à tous aujourd'hui de laisser du temps pour regarder ce qui se passe, aider, contribuer, favoriser un développement qui soit à la fois durable et soutenable, en fait, pour l'ensemble des acteurs. Et à mon avis, c'est ça il faut qu'on regarde la pertinence économique, la pertinence opérationnelle et la manière de bien faire les choses pour qu'on continue d'avoir tous ces impacts positifs. Merci beaucoup. Alors avec ce petit bémol d'un système fragile encore parce que justement en démarrage et qu'il faut s'adapter alors que le temps est long. Alors on dit souvent que la France est un peu en retard du côté de l'ouverture à la concurrence. Est-ce que ce retard est rattrapé, puisque là vous êtes très positif sur la dynamique? Je vous propose de regarder une intervention d'Hubert Duménil. Ça se passait lors d'un colloque de Rail et Histoire, une association pour l'histoire des chemins de fer. C'était organisé en novembre 2024. C'était sur la régionalisation des transports ferroviaires. Alors, Hubert Duménil, pour vous le situer, il a dirigé le gestionnaire d'infrastructures Réseau Ferré de France de 2005 à 2012. Et dans cette vidéo, il exprime quelques regrets sur le fait que la SNCF ait freiné certaines innovations à l'époque. On regarde tout de suite et puis on commente ensemble ensuite. Nous étions là aussi pour introduire dans la gestion du système ferroviaire de l'innovation. Je ne parle pas de la régionalisation, on était à fond dans cette ligne-là. Mais beaucoup d'autres innovations qui ont été totalement intégrées ensuite dans la SNCF sont dues, j'ai l'audace de le dire, sont dues à Réseau Ferré de France. Je vous donnerai simplement 2 ou 3 exemples. Le cadencement. Et pourquoi nous avons voulu faire du cadencement? Comme on était peu compétents, on est allé voir ce que faisaient les autres. On est allé en Suisse. Les Suisses avaient réussi le cadencement, on a dit on va faire le cadencement.
Voilà. C'était compliqué, ça dérangeait, ça changeait d'habitude de cadencement. Deuxième exemple, le RTMS. Pourquoi voulez-vous qu'on mette le RTMS sur le réseau français? C'est un système qui ouvre à la concurrence. Donc il vaut mieux garder nos pratiques, nos techniques, nos technologies habituelles. Le RTMS. Je me suis battu là aussi avec le respect que je lui dois. Louis Gallois m'a dit, mais pourquoi voulez-vous que je soutienne le RTMS? C'est la porte ouverte à la concurrence, puisque ce système est homogène au niveau européen. Alors, peut-être une réaction, Mathieu Chabanel, déjà sur la modernisation du réseau. C'est ce que vous défendez, c'est d'intérêt collectif. Hein, vous en avez parlé, il faut tout le temps avoir de l'investissement là-dessus. Oui, d'abord c'est l'occasion de saluer Hubert Duménil qui m'a embauché à RFF. Donc voilà. Sur le RTMS, pour reprendre ce qu'il disait, je pense que au-delà de la volonté, effectivement, ce qu'il évoque a pu jouer, il y a quand même aussi eu un sujet d'abord financier de est-ce que la France a envie de se payer la mise aux normes du réseau, aux normes européennes. Et donc ça rejoint pleinement, et on aura la chance tout à l'heure d'avoir Dominique Bussereau qui nous parlera, ça rejoint pleinement ce qui a été fait dans le cadre de Ambition France Transport, qui est de se dire, si on veut répondre à l'envie de train des voyageurs, des chargeurs, il faut qu'il y ait un réseau qui soit au niveau, parce que les entreprises ferroviaires derrière, elles auront beau, si c'est des entreprises TER, avoir dans leur contrat que quand c'est le réseau, c'est pas de leur faute. Si c'est pas performant, ça leur retombera dessus. C'est la même chose pour les entreprises de fret, c'est la même chose pour les entreprises de SLO. Donc le fait d'avoir un réseau performant, c'est la garantie pour les entreprises d'avoir une qualité de service vis-à-vis de leurs clients, chargeurs ou voyageurs, qui permettent le développement du ferroviaire. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on s'est efforcé de porter dans la conférence Ambition France Transport. Je crois qu'on a été, et je remercie, il y a pas mal de gens dans la salle qui ont participé à cette conférence, je remercie du portage, dans un portage politique très unanime aussi, ça il faut le dire, hein, soutenu, il y a beaucoup de parlementaires qui participaient au groupe de travail et qui ont soutenu cette idée que le premier enjeu pour le réseau français, avant même son développement, c'est la modernisation, le renouvellement du réseau, ce qu'on appelle le réseau structurant, le réseau où circule le plus de trains dans le pays. Le régulateur l'a aussi beaucoup dit, parce que c'est une condition pour le développement des trafics, et notamment pour le développement des trafics par l'apparition de nouveaux acteurs. Rachel Picard soulignait que c'est souvent des équilibres économiques qui sont difficiles à monter, et donc si en plus de ça, il y a une grosse menace au-dessus qui est la performance du réseau, on voit bien que ça fragilise encore ces montages. Et donc c'est très important que les décisions qui ont été prises à Ambition France Transport se mettent en place. C'est d'ores et déjà le cas. On a passé dès la semaine dernière au conseil d'administration de SNCF Réseau plusieurs marchés importants qui mettent en œuvre à l'horizon 2028 les décisions qui ont été retenues par le ministre des Transports à l'issue de Ambition France Transport. Donc ça donne de la visibilité. Florian Darchin, qu'est-ce que vous en pensez là sur la vidéo? Est-ce qu'on a pris trop de retard? Est-ce qu'il fallait prendre cette décision il y a 20 ans? Comment l'État se positionne là-dessus? Je ne sais pas si on regarde en arrière, je pense qu'on regarde surtout où on en est aujourd'hui. D'ailleurs, je ne sais pas si la France a du retard de manière générale. On est plutôt... en tout cas, on n'est pas en retard par rapport aux échéances de la législation européenne. Il y a d'autres pays qui ont ouvert à la concurrence nettement avant la France sur le voyageur, c'est clair, en Allemagne. Il y en a peut-être d'autres qui ne l'ont pas encore fait en Europe. Donc je ne suis pas sûre qu'on raisonne vraiment par rapport à retard ou avance. En revanche, ce qui est certain, comme c'était indiqué dans la vidéo, c'est que l'ouverture à la concurrence, ça oblige à ouvrir la boîte en fait de ce qui se passait avant. Dans la vidéo, Hubert Duménil mentionne le RTMS. En fait, c'est quand même s'intéresser à la manière dont les rails et le train communiquent. J'imagine que dans le passé, on regardait. Enfin, tout ça a été internalisé à la SNCF, et je pense que le ministère des Transports ne regardait pas beaucoup ça. Ça oblige à s'intéresser à ce qu'on fait sur ces questions-là. Ça oblige à s'intéresser. Il parlait du cadencement sur les questions d'optimisation de l'utilisation du réseau, d'attribution des sillons. Vous savez qu'on a mis en place il y a quelques années avec SNCF Réseau les fameuses plateformes services et infrastructures qui visent à mettre autour d'une même table tous les acteurs pour savoir comment on se répartit la capacité dans 5 ans, en tenant compte d'ailleurs des obligations européennes de faire de la place pour les trains de fret, etc. Tout ça, on est en train d'ouvrir la boîte et de regarder comment on traite concrètement ces sujets-là qui évidemment ont une interface très forte avec le réseau.
Rachel Picard, est-ce qu'on a un peu tardé, mais on ne pouvait pas faire autrement? C'était comme ça? Comment vous réagissez à ça? Alors moi, j'ai plutôt envie de regarder devant. Alors Tous. peut-être qu'on peut rattraper le retard s'il y en a un, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que dans ce métier-là, les barrières à l'entrée, puisque c'est le terme communément employé, ou les freins à l'entrée sont naturels en fait. Ils sont dus au métier. C'est un métier complexe, c'est un métier qui demande des ressources financières extrêmes. Alors, dans le SLO que je connais bien, c'est particulier. En dessous de milliards, on ne discute pas. Mais même dans le conventionné ou dans le fret, dans la location, il faut s'engager. Dans le conventionné, il faut répondre à des appels d'offres de manière massive, etc. Donc, ça demande un effort en fait financier initial, ça demande un effort en ressources humaines, ça demande un effort en matériel, etc., etc. Donc ça, et puis on s'inscrit dans un temps long de système de réseau, évidemment, l'accès à l'infrastructure est absolument clé. Mon ami Mathieu s'en occupe très bien, mais cet équilibre-là est critique. Donc je dirais que cette partie-là est en train d'être débroussaillée. La question, c'est la suite en fait. Qu'est-ce qui reste demain ? Je pense que le travail entre les différents acteurs, je descends d'un cran par rapport à mon propos tout à l'heure, est critique en fait. C'est-à-dire que là, ça se passe plus dans le quotidien. Et là, on est dans une transformation, Florian parlait d'innovation, mais je pense que les acteurs, pour bien connaître les deux, le grand et les plus petits d'aujourd'hui, on ne regarde pas les choses de la même manière quand on est un nouvel acteur, parce que, je veux dire, on fait avec pas grand-chose, voire rien. Donc on a une innovation frugale, pour reprendre un terme bien connu, qui est nécessaire. Et donc ça amène à travailler différemment, ça amène à travailler avec les constructeurs de manière différente, de travailler avec réseau de manière différente. Et ça, je pense que c'est un plus pour l'ensemble du système et dont tout le monde doit pouvoir bénéficier. Mais ça demande des efforts de part et d'autre, en fait, de tout le monde. Ça demande des efforts aux régulateurs aussi, évidemment, de s'inscrire dans des règles, mais aussi de se dire qu'il faut les modifier pour demain, qu'il va falloir ajuster. Il nous faut un cap qui est clair et qui ne bouge pas, mais par contre, la route, elle n'est pas droite, elle n'est pas du tout rectiligne. Il faut qu'on avance en faisant les virages nécessaires, qu'on contourne tous les obstacles, et Dieu sait qu'on en trouve tous les jours, pour pouvoir atterrir là où l'ensemble du système doit être. Alors, on voyait Hubert Duménil qui disait « on a un peu tardé ». Là, je vais vous proposer une autre vidéo. Commission européenne, cette fois-ci. La Commission trouve que la transformation est un peu trop lente et qu'il reste trop de freins qui limitent en fait l'impact de l'ouverture à la concurrence. Ça va nous donner l'occasion de voir un petit peu les chantiers et les freins qu'il faudrait lever. Mais je vous propose tout de suite d'écouter donc le point de vue de Christian Schmitt, de la Direction générale de la mobilité et des transports à la Commission européenne. La concurrence et l'ouverture à la concurrence en France et en Europe est assez récente. Et elle a été graduelle. Il a fallu 4 paquets ferroviaires pour ouvrir les marchés. On le voit bien que la suppression des obstacles juridiques à un espace ferroviaire intégré européen a déjà des effets bénéfiques. Ceci pour la reprise et le volume dans les trains. Maintenant aussi pour le prix, on voit l'effet bénéfique. L'arrivée de nouveaux entrants introduisent aussi parfois de nouveaux modèles de commerciaux, proposent de nouveaux services, des connexions de meilleure qualité. Et c'est important que la concurrence apporte un plus-value pour le passager, parce que finalement, c'est ça notre but, n'est-ce pas, d'attirer plus de passagers vers le rail. Je suis tout à fait conscient que la mise en place d'un véritable espace ferroviaire unique demande encore davantage de temps et d'efforts. On a fait un rapport récemment à la Commission européenne. Le nombre d'obstacles sur le marché est important et subsiste encore. Premièrement, la gestion de capacité. Le but, c'est de garantir un traitement égal à tous les opérateurs et notamment aussi faire une place pour le fret par rapport au transport des voyageurs. Et aussi, évidemment, une meilleure coordination de la gestion d'infrastructures au-delà des frontières. Deuxième point, sur les redevances d'accès, le message est clair. L'obligation des gestionnaires d'infrastructures était d'optimiser non pas les profits, mais l'utilisation du réseau. L'objectif est d'utiliser au maximum l'infrastructure qui a été financée par les contribuables et donc doit être fructifiée. Troisièmement, nous travaillons en ce moment même sur une communication sur la grande vitesse ferroviaire et un réseau européen performant avec une dimension de politique industrielle
importante. Pour le moment, un pays comme la France a un réseau assez bien développé, mais il est dans une grande mesure un réseau français. Nous voulons créer un réseau proprement intégré. Nous sommes évidemment conscients aussi que d'autres défis doivent être résolus. Il faut un véritable accès équitable et non discriminatoire aux installations de services, une meilleure surveillance du marché ferroviaire, la question du financement du matériel roulant. Il y a aussi les disparités techniques nationales qui contribuent évidemment à imposer les obstacles. Le travail n'est pas fini et pour la Commission européenne, le rail demande encore à être modernisé et pour ça, la concurrence ne peut faire que du bien en apportant de nouvelles idées et un dynamisme et un secteur en transition. Et donc oui, pour répondre à la question devant vous, la concurrence est une chance pour la France et pour l'Europe. La conclusion est bonne. Maintenant, Mathieu Chabanel, donc on entend qu'il y a encore des freins, des obstacles à franchir. De votre côté, vous les voyez, il en a cité certains, hein, Christian Schmitt. Vous accordez sur ce type de frein qu'il va falloir lever? Oui, il y a encore beaucoup d'obstacles. C'est ce que disait Rachel. En fait, ce qu'il faut, c'est les lever. Il faut à la fois avoir un cap clair. Enfin, je vais redire exactement ce qu'a dit Rachel. Il faut à la fois avoir un cap clair, mais il faut aussi être un peu manœuvrant. Parce que si on se fixe maintenant des règles en essayant d'imaginer ce qui va se passer dans 3 ans quand un nouvel opérateur sera là et qu'on n'en bouge pas, ça ne marche pas. Voilà. C'est pour ça que nous, on vient de se réorganiser à SNCF Réseau. On a mis dans les mêmes mains, celle d'Olivier Bancel, la direction client et la direction exploitation, c'est-à-dire la gestion du temps réel et la gestion de la relation avec les clients, de manière à ce qu'on ait vraiment ce retour très rapide des difficultés qu'on a sur le plan opérationnel vers la stratégie d'accueil des clients. Alors, les sujets, ils ont été cités. Hein. Il y a la capacité. Alors, on y a travaillé au travers des accords cadres, au travers des plans d'exploitation de référence, pour donner à la fois cette visibilité tout en gardant dans le cadre qui a fixé cette visibilité un peu de souplesse. C'est l'équilibre qu'on essaye de combiner. L'accès aux installations de services ou la construction de nouvelles installations de services et leur raccordement au réseau. C'est des choses, on y a travaillé très concrètement avec l'ISEA dans le cadre de l'arrivée de Velvet. Ça n'a pas été forcément simple parce qu'on est aussi très attentif aux finances qui nous sont confiées. Donc voilà, on essaye de trouver cet équilibre-là. Mais je crois qu'on a proposé dans le document de référence du réseau qui est en période de consultation en ce moment un cadre pour ce sujet-là. Alors on l'a inventé en marchant et maintenant on propose de l'inscrire dans le document de référence du réseau. Je pense que c'est une assez bonne méthode en fait. Voilà, parce que si on l'avait dû l'imaginer avant et qu'il s'était imposé sans qu'on ait testé, je ne suis pas sûr qu'on aurait écrit ce qu'on a écrit là. Donc voilà, l'interaction entre les clients, le gestionnaire d'infrastructure et le régulateur, je pense que c'est une bonne manière de faire avancer les dossiers. Ça nécessite de notre côté aussi un petit changement d'état d'esprit on n'est pas que les sachants, on doit écouter. Les accords cadres, on n'en voulait pas et puis finalement c'est une bonne idée. Le raccordement, c'était... Et voilà, et on avance. Et c'est ce qu'on essaye d'impulser au sein de l'entreprise parce qu'on est convaincu. Encore une fois, derrière tout ça, nous, notre but, c'est qu'il y ait plus de trains et plus d'offres sur le réseau ferroviaire français, aussi bien pour les marchandises que pour les voyageurs. Thierry Guimbaud, si on parle appel d'offres, est-ce qu'il y a du travail encore là-dessus? Est-ce qu'il faut simplifier pour les nouveaux opérateurs? Est-ce que c'est encore un peu lourd? Comment ça se passe de ce côté-là? Oui, permettez-moi 2 petites choses quand même pour rebondir un peu sur ce qu'on a entendu. Premièrement, l'intervention d'Hubert Duménil. Voilà bien l'illustration, même pas la concurrence, mais que l'innovation vient de la multiplicité des acteurs. La diversité. La diversité, la multiplicité. C'est exactement ce qu'il a dit sur les 2 sujets en question, dont je me souviens de mon jeune temps, si je puis dire. C'est la démonstration simple de ça. Voilà. La deuxième chose, pour être très désagréable envers Floriane, tu m'excuseras, mais si, nous avons bien dans nos rapports documenté le fait que la France est en retard sur RTMS, c'est objectivement montré, si je puis dire. Ça veut pas dire que les autres sont au top, hein, mais... On est un peu en retard. Exactement, premièrement. Et deuxièmement, on est aussi très en retard, peut-être encore plus inquiétant, sur les commandes centralisées du réseau, qui est un élément absolument fondamental
pour donner de la capacité au réseau. Et ça, on l'oublie toujours un peu. Or, c'est bien beau de faire des voies nouvelles ou de régénérer les voies existantes. Encore faut-il que l'exploitation permette de faire passer plus de trains en sécurité, et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et là, le retard est important, très important, on n'en parle pas assez. Voilà, c'était mes deux remarques. Alors, votre question sur les appels d'offres, ça participe en fait des blocages que j'évoquais ou des risques systémiques que j'évoquais. Alors, sur les appels d'offres, l'ART, qui intervient sur tous les sujets qu'on a évoqués là, n'intervient pas directement. C'est la liberté naturelle de l'autorité organisatrice, soit État, soit collectivité territoriale, de déterminer son appel d'offres. Et on se gardera bien d'intervenir là-dedans. Sauf 2 points. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a une compétence de l'ART qui est en progrès important actuellement, qui s'appelle le règlement des différends, les RDD, dans le jargon. On intervient un peu comme un quasi-juge, même comme un juge de première instance, quand il y a des désaccords sur la mise en œuvre de la concurrence, de l'ouverture dans des secteurs donnés, des accords entre 2 entreprises, pourquoi pas, publiques ou privées, des accords entre une autorité organisatrice et une entreprise, bref, des accords entre des acteurs institués, ils peuvent saisir l'ART pour demander un règlement du différend. C'est pas mal, c'est pas idiot de prévoir ça. C'est pas du tout idiot, et c'est en train de se multiplier, et c'est un moyen d'accès qui témoigne aussi peut-être d'une certaine maturité. On n'est plus dans l'ex-ante uniquement, on est dans de l'ex-post. Ça veut dire que le secteur évolue. Et c'est en train il y a encore des recours qui sont en train de nous tomber là actuellement. Donc sur les AO, pour répondre à votre question, bien évidemment, on n'intervient pas en amont là-dessus. Par contre, donc, en RDD, ça nous est arrivé. Par exemple, on a eu des règlements différents sur la région des Hauts-de-France et sur la région Sud-PACA, je ne sais plus comment on l'appelle maintenant, Sud, pardon, pour faire en sorte que les informations que doit obtenir l'AO pour faire une ouverture à la concurrence la plus complète, la plus forte possible, soient obtenues de l'opérateur historique. Ça a été pas... Il avait ses raisons, totalement, que je comprends. On a tranché dans un sens, et ça a été confirmé par la Cour d'appel de Paris. Donc, ça crée du droit. Le fond du problème qui est devant nous, maintenant, c'est que les autorités organisatrices émettent beaucoup d'appels d'offres, et c'est normal, dans un délai maintenant très contraint, et que quand on regarde la montagne qui est devant nous, quand on regarde le niveau de complexité des appels d'offres en même temps, quand on regarde les commandes de matériel qui ne sont parfois pas uniformisées, on se dit que ce n'est pas possible, et qu'en fait la concurrence ne jouera pas réellement. Donc il faut simplifier. Et donc il y a évidemment quelque chose à voir, c'est ce qu'on appelle le systémique pour le coup. Je le dis toujours aux autorités organisatrices, je le dis aux autorités régionales dès que je les vois. Voilà, ça c'est un sujet qui est un sujet important. C'est un petit sujet par rapport, mais un énorme, mais un petit par rapport aux autres thèmes qu'on a évoqués. La tarification d'accès au réseau, qui est un énorme sujet sur lequel on travaille avec Réseau actuellement. Les installations de maintenance, on a pris une décision des lignes directrices pour la création de nouveaux centres de maintenance greenfield, comme on dit, c'est-à-dire partant de zéro, avec des financements de projets. Ça n'existait pas jusqu'à présent. Là aussi, c'est un signe de maturité. C'est en train d'arriver. Mais il faut adapter le cadre, y compris de la régulation, à ces sujets inhabituels. Nous l'avons fait. Et vous travaillez sur un rapport un peu pour synthétiser un peu tous ces points de blocage, c'est ça? Exactement. Nous travaillons sur un rapport parce qu'on voit bien que le système est un point de bascule, je le disais au début, et donc il nous paraît important de pouvoir éclairer toutes les évolutions, notamment systémiques, qui nous paraissent, nous, régulateurs, et on fait des propositions, des recommandations qui nous paraissent indispensables. Et on va sortir un rapport sur tous ces sujets-là, information voyageurs, billettique, et tout ce qu'on vient d'évoquer là, effectivement pour le premier semestre 2026. Ça fait partie de la régulation. Ça s'appelle la régulation par l'information. Quand je veux faire semblant de parler anglais, je dis Sunshine Regulation. C'est classique en régulation d'apporter des éléments d'information de manière neutre, technique, indépendante à tous les acteurs et de faire des recommandations en conséquence. Donc oui, on est en plein là, dans ce moment-là, parce qu'on est à ce moment de bascule et parce que si on ne veille pas à travailler sur précisément les évolutions de fond systémiques, ça ne marchera pas et la demande rencontrera pas d'offres.
Et Très alors, bien. on est devant un risque fort dans les années qui viennent. Un rapport précieux, à mon avis, qui va être N'est-ce pas? fortement Je pense. consulté. Oui. Je l'ai bien vendu, hein. Oui, très très bien. Un bon teasing. Florian Torchin, côté État, vous travaillez sur la billettique, le matériel roulant. Pour vous, c'est des freins importants qu'il va falloir lever, qu'il faut anticiper? Oui, c'est deux sujets fondamentaux. À la fois, pour le transport de voyageurs, sur la question du matériel roulant, ça concerne les SLO et le transport conventionné. Sur la question de la distribution, ça concerne aussi les deux, mais on a un sujet plus particulier de coordination entre les autorités organisatrices pour la distribution des billets de train conventionnés, notamment pour les trajets qui traversent les frontières de deux autorités organisatrices. Donc on a commencé un travail avec les régions, il faut qu'on poursuive. En matière de distribution, évidemment, il faut aussi qu'on s'assure, et c'est extrêmement important, que chaque opérateur SLO puisse distribuer comme il veut, mais aussi être visible. Et donc ça reste quand même un point de vigilance, voire de réflexion, pour que demain, ça soit simple pour les voyageurs et qu'en même temps, notre système, on maîtrise la distribution, si possible de façon souveraine, ce serait quand même mieux. Je suis pas sûre qu'on ait envie que ça soit Uber qui distribue, Oui, qui distribue 100%. S'ils veulent distribuer une partie, pourquoi pas. Mais en revanche, certainement qu'il faut garder la main sur une partie importante. Voilà, donc c'est vrai qu'on travaille pas mal sur ce sujet-là. Sur le sujet plus spécifique du matériel roulant, je pense que beaucoup d'entre vous savent qu'on a lancé une mission avec des experts non rémunérés qui sont en train de travailler sur le sujet, qui sont en train de terminer leurs travaux, avec une double préoccupation en fait. La première, c'est que pour avoir plus de trains sur le réseau, ce qu'on souhaite tous, il faut physiquement des trains, il faut du matériel roulant, donc il faut qu'ils arrivent ces trains, et on sait que l'accumulation de retard sur certaines commandes pose problème, que ce soit aux entreprises ferroviaires ou aux autorités organisatrices, donc ils travaillent avec cette préoccupation, et aussi, comme le disait Thierry Guimbaud à l'instant, avec la préoccupation sur la partie conventionnée, de se dire comment on fait demain, comment le système se réorganise. Dans le fret, c'est stabilisé, enfin je ne sais pas si c'est stabilisé, mais on va dire il y a des loueurs de matériel roulant qui proposent des offres un petit peu sur catalogue. Aujourd'hui, dans le transport de voyageurs, en France, pour le coup, on ne sait pas du tout dans quel système on sera demain. Est-ce que les autorités organisatrices vont se grouper ensemble pour peser plus? Est-ce que ça sera des loueurs, comme ceux qui sont membres de l'AFRA, qui seront présents? Voilà, il faut qu'on réfléchisse à ça entre les régions et l'État, entre autorités organisatrices de la mobilité, pour se dire qu'il faut quand même simplifier la vie pour les industriels aussi, et peut-être pas tous commander des trains qui sont tous complètement différents. Et donc voilà, ça c'est des sujets de préoccupation sur lesquels on travaille activement en ce moment. Évidemment, il y en a d'autres, mais ça me semblait important de mettre l'accent sur ces deux-là. D'accord. Rachel Picard, il y a d'autres sujets encore à traiter pour aller plus vite ou aller bien tous ensemble? Peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Florian et juste donner un exemple précis. Donc nous on a, je donne un exemple de Velvet pour le coup, pas au nom de l'AFRA, mais commandé des rames Alstom, et on a vraiment cherché à être dans la standardisation au maximum en fait. Et ça c'est un point de vue radicalement nouveau par rapport à des opérateurs historiques qui sont plutôt dans la surspécification et qui connaissent tellement bien le sujet qu'ils vont très très. Nous on le connaît pas, donc on s'en remet aux constructeurs en fait. Ça permet quoi? De faire les choses plus vite. Moyennant les sujets d'homologation qui sont toujours une douleur, si vous en voulez d'autres, celui-là il est quand même assez coton, et ça permet donc d'aller plus vite et de faire un peu moins cher, et ça permet d'alléger aussi le travail des constructeurs. Donc voilà, c'est un exemple concret. Après sur les autres sujets, je dirais qu'il y a les sujets opérationnels qui arrivent rapidement, donc la maintenance qui a été mentionnée là, ça c'est un sujet du quotidien pour un opérateur de train. Et je dirais qu'en fait, avoir une base de maintenance qui existe, je crois qu'en fait, c'est la barrière la plus importante, encore plus que le matériel. Et puis, évidemment, un accès à un réseau de maintenance, parce qu'on ne peut pas avoir un seul point. Donc ça, c'est clé. L'accès aux clients, évidemment, et au marché d'une manière générale, parce qu'on sait que la demande est là, est aussi important. Et après, je dis après, mais en fait c'est d'abord quand même le sujet de l'infrastructure est toujours critique. Et on travaille à terme et on a besoin qu'il y ait une performance du réseau et des projets là où il y en a besoin capacitaire. Parce que c'est là qu'arrivera la crise capacitaire demain. Et c'est le temps long, là il faut l'engager rapidement.
Et on a aussi besoin d'un réseau qui traite en fait effectivement de demandes nouvelles. Et on va être manœuvrant pour reprendre le propos de Mathieu. Et à un moment donné, c'est normal de ne pas être d'accord. C'est normal, les positions le début, là, sont vous êtes, différentes. D'accord, mais ça va un peu. Et là, le rôle du régulateur est vraiment important, et le RDD ou d'autres systèmes, je ne sais pas, qu'on inventera aussi. Ça s'est moins bien passé dans d'autres pays. Alors la France est peut-être en retard, mais ça, elle le fait plutôt bien pour le coup. Parce qu'à des moments donnés, je pense qu'on appelle tous la transparence et on appelle tous l'équité. Et qui est une sorte de gendarme, pardon pour le terme, quelqu'un qui peut... Si, parce qu'il a le droit d'aller regarder. Bon, tu trouveras un autre mot. Observateur non, je actif, veux pas un observateur, mais actif, exactement. Qui peut aussi agir, c'est-à-dire qui comprend, qui a l'ensemble des données et qui peut agir, et une aide fondamentale pour le système. Et je vais juste aller sur un dernier point qui est plus économique. Il faut toujours avoir en tête les grands équilibres économiques, en fait. Celui pour le système, celui pour le réseau et celui pour les opérateurs. Le coût des péages, pardon, il y a un éléphant dans la salle, mais donc j'y vais. Le coût des péages en France est très élevé, on le sait, il est 2 à 3 fois plus élevé que dans le reste de l'Europe. Mais c'est un point d'entrée. À partir du moment où les nouveaux entrants sont là, ils ont pris ça comme une des règles de base et ils savent que c'est nécessaire pour le financement et ne le contestent pas. Ce qu'ils demandent, c'est qu'encore une fois, on ne joue pas avec. C'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas à changer les modes de calcul et qu'on n'ait pas une espèce d'épée de Damoclès. Alors, les 2-3 ans, c'est quand même difficile, en fait. Et l'accord cadre est bien, mais par exemple, il ne donne pas de garantie de prix. Voilà, ça c'est un exemple de choses qui pour un opérateur est difficile, parce que lui il s'engage à acheter quelques boîtes d'œufs, mais il ne sait pas à quel prix dans quelques années. Donc il y a encore des sujets, je pense, sur lesquels il y a déjà plein de choses qui ont été faites. Notre propos n'est pas de critiquer, mais de dire qu'il faut être souple et avancer sur les gros sujets ensemble. Bah justement, alors on parle des péages. Je voudrais qu'on fasse un dernier point là, un dernier tour de table sur l'équilibre du système ferroviaire. Et justement, est-ce qu'il faut, là on parle des péages, un peu stabilité sur les coûts, mais est-ce qu'il faut des mesures incitatives ou contraignantes pour que les nouveaux entrants se positionnent partout sur le territoire? Je vous demandais ça, Mathieu Chabanel. Est-ce qu'il faut jouer, enfin pas jouer, mais en tout cas faire varier les tarifs des péages de manière incitative ou contraignante pour équilibrer sur le territoire? Alors, avant de répondre sur l'aménagement du territoire, je vais quand même répondre sur l'équilibre global des péages. Effectivement, on sait qu'aujourd'hui, sur les services librement organisés, on est sur un taux de couverture des coûts par les péages qui excède les coûts. C'est-à-dire que les services librement organisés, en France, c'est le modèle qui a été choisi, viennent financer le reste du réseau. Donc il est, et je crois que c'était une des conclusions aussi de la Convention Ambition France Transport, et c'est aussi la position de SNCF Réseau, dans les années à venir, les péages des services librement organisés, ils n'ont pas vocation à progresser plus vite que l'inflation. Et ça, il faut que ça s'inscrive dans la durée, de manière à ce que les business models des opérateurs existants ou nouveaux soient, aient de la visibilité, que leurs investissements dans le matériel roulant, etc. D'ailleurs, dans le cycle tarifaire 27-29 qu'on propose en ce moment même, c'est bien ce qui est prévu. Il est aussi important que la structure des péages ne change pas, c'est-à-dire que ce soit pas une vision que globale, mais ce soit aussi, qu'on n'ait pas des changements massifs. Finalement, c'était pas cher, c'est cher partout. C'était moins cher à tel endroit et ça devient plus cher et puis on baisse ailleurs parce que l'opérateur il s'est positionné sur une ligne donnée, sur une liaison donnée, et donc c'est bien sur cette liaison que cette visibilité l'intéresse. Il faut aussi pas trop qu'on change les règles de c'est tarifé à l'emport, pas à l'emport, etc., parce que tous les business models reposent là-dessus. Donc on a un travail avec le régulateur qu'on essaye de conduire, et je pense qu'aujourd'hui on a une vision plus stabilisée, en tout cas de la structure des péages. On a encore des débats sur les niveaux d'augmentation. Alors sur l'aménagement du territoire,
c'est pas le réseau qui pourra résoudre entièrement cette question. D'abord, cette question, elle demande à être documentée et le réseau, il n'a pas accès, contrairement au régulateur, à l'ensemble des données qui permettent de documenter cette question. Pour autant, on sait que des modulations de péage peuvent favoriser le maintien de liaisons, par exemple, de TGV intersecteurs. Ce qu'il ne faut pas, et ça le régulateur n'a pas manqué de nous le rappeler, c'est que si on baisse sur ces liaisons-là, on vienne réaugmenter les tarifs sur les liaisons radiales sur lesquelles se positionnent les nouveaux opérateurs, parce que sans ça, on déséquilibre leur modèle. C'est pour ça que dans la tarification qui est en ce moment à la consultation, il y a une baisse en 2029 sur les liaisons intersecteurs qui est de 8%, mais qui n'est pas compensée par une hausse, qui est compensée par en fait des moindres recettes prévisionnelles de SNCF Réseau. Là où il y a quand même un point d'équilibre qui, du point de vue du gestionnaire du réseau, est compliqué, c'est que dans le même temps, je n'ai pas une augmentation de mes concours publics. Donc l'argent que je ne perçois pas sur les péages, c'est des millions d'euros qui ne vont pas dans la régénération du réseau. Voilà. Alors, donc c'est cet équilibre-là qu'on doit construire, j'allais dire à trois ici. Je fais le lien avec Florian, justement. Est-ce qu'on peut agir sur cette question des péages, puisqu'il n'y a pas de compensation finalement côté État quand un péage baisse ? Quelle marge de manœuvre on peut avoir là-dessus ? On l'a dit rapidement tout à l'heure, mais parce que la question c'était l'équilibre économique du système. Je pense qu'on est quand même heureux, en tout cas nous trois, aujourd'hui, d'être là où on est aujourd'hui, suite à la conférence Ambition France Transport, où on a quand même collectivement réussi à se dire qu'on allait mettre plus d'argent dans la régénération et la modernisation du réseau. C'est quand même fondamental pour l'ensemble des participants ici. D'ailleurs, je crois que beaucoup de gens se disent où en est le contrat de performance entre l'État et SNCF Réseau. On va en parler. On va en parler. Pour le faire, il faut que SNCF Réseau sache quelle est la trajectoire d'investissement, de régénération et de modernisation pour savoir quelle qualité de service il peut offrir en termes de régularité, d'état du réseau, etc. On a quand même franchi une étape importante. Donc, je voulais quand même le souligner parce que je pense qu'il y a un an, on était très inquiets sur ce sujet-là. On n'est pas au bout du chemin, mais on a passé une étape et c'est vraiment fondamental pour le système. C'est aujourd'hui ce 1,5 milliard, on va dire, il manque dans l'équilibre économique. Donc on peut chercher de tous les côtés. S'il n'y a pas le 1,5 milliard en plus qui arrive, on va dire, de l'extérieur, en tout cas de SNCF Réseau, ça ne fonctionnera pas. Tout va se dégrader. Donc, alors le 1,5 milliard, c'est en comptant les péages tels qu'ils sont aujourd'hui, on va dire, augmentés à l'inflation ou tels qu'ils sont mis en consultation sur 2027-2029. Si on veut baisser les péages, c'est pas 1,5 milliard qu'il faudra trouver, c'est un peu plus. D'autant plus, quoi. Donc évidemment, ça, c'est pas simple en période budgétaire. C'est pour ça que collectivement, on cherche une ligne de crête. En tout cas, l'État, avec SNCF Réseau, on essaye de trouver la bonne ligne de crête entre rendre l'usage du réseau acceptable, on va dire, pour les entreprises ferroviaires, je ne sais pas quel est le bon mot, et en même temps mettre suffisamment d'argent dans la régénération du réseau, parce que c'est fondamental. Et on entend ce que disait Rachel Picard tout à l'heure, une expression assez claire, en tout cas des nouveaux entrants, qui disent les péages sont élevés, mais on le prend comme une donnée d'entrée. En revanche, il ne faut pas qu'ils varient. Ne les augmentez pas. Et ça, voilà, on l'entend. Après, il y a aussi des discussions avec les régions. Moins de discussions avec les opérateurs de fret, parce que c'est pas le même niveau de péage. Voilà, mais c'est cette ligne de crête qu'on essaye de trouver. Et moi, je trouve quand même qu'il ne faut pas perdre de vue le fait que d'abord et avant tout, il nous faut un réseau qui soit en état fonctionnel. Tout à fait. Avant d'arriver au contrat de performance, une réaction, Rachel et peut-être Thierry, sur les péages et l'équité territoriale à maintenir, évidemment. Alors, je vais parler de l'équilibre du système, en fait, qui était votre question. Qui est pour moi la bonne question en fait. Finalement, quel est le problème qu'on essaie de régler, de résoudre ? Alors, vous parlez de l'aménagement, et finalement, quel est le problème qui arrive quand on a des opérateurs alternatifs qui viennent avec d'autres offres ? Dans aucun pays... là où la partie, puisque ça concerne plus le SLO, a été mise en place, donc l'Espagne et l'Italie où on a un peu de recul, il y a eu de baisse des dessertes parce qu'il y a eu des nouveaux acteurs. C'est tout l'inverse. Ça augmente. C'est quasiment x3 en Italie en 10 ans. Et en Espagne, c'est en train d'augmenter vitesse grand V. Donc c'est vertueux. Donc en fait, je veux bien apporter une solution, mais pour l'instant, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Par contre, j'ai bien 2 problèmes que je vois assez majeurs aujourd'hui qui sont déjà là.
mais qui vont ne faire qu'empirer. Le premier, c'est la crise capacitaire. On a la chance, et vous l'avez tous dit, d'être à un moment incroyable pour le ferroviaire. La demande est là et toutes les tendances sont structurelles et sont de long terme, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le haut d'une courbe, là. On est vraiment en phase... alors, accélération très forte post-Covid, mais vraiment tout ça date d'avant et vraiment une tendance qui est très forte. Donc, c'est quand même notre responsabilité à tous d'y répondre. Et quand on a aujourd'hui 15-20% des voyageurs qui n'arrivent pas à prendre le train parce qu'il n'y a pas de place, on est quand même tous en responsabilité. Et je pense que ça, c'est la crise qu'on a devant nous, parce que si on a la même offre et de plus en plus de demandes intrinsèques, parce que tout ça ne fait qu'augmenter, on ne risque pas d'améliorer nos chiffres de report modal. Je me félicite de ce petit chiffre positif enfin, mais pour le faire durer, il va falloir mettre un peu plus d'offres. Donc la crise capacitaire, pour moi, c'est la vraie question. Et la deuxième, c'est celle qui vient d'être évoquée, c'est celle du financement du réseau. Et bon, il y a éventuellement une bonne nouvelle qu'on peut amener, c'est que si nos calculs sont à peu près bons au niveau global, si tous les nouveaux opérateurs qui se présentent aujourd'hui à la porte arrivent, on est entre 800 millions et 1 milliard de redevances en plus. Bon, ça ne fait pas le 1,5 milliard, mais ça en fait déjà une petite partie. Thierry Guimbaud, une réaction sur l'aménagement du territoire et l'idée, oui. En fait, vous dites, finalement, la desserte, elle augmente. Plus il y a d'opérateurs et plus c'est... Oui, on a tendance à beaucoup penser financement du réseau, et c'est un problème effectivement majeur, considérable. Je suis pas prêt. Financement du réseau. Et on pense toujours faire jouer les redevances d'accès. C'est pas le seul moteur du tout. Et même à les faire trop jouer et mal jouer, on peut porter atteinte à l'équilibre financier du système. C'est ça le risque. Et parfois, on oublie, et les directives européennes sont claires là-dessus, il y a les deux objectifs en même temps, c'est-à-dire l'attractivité et l'équilibre. Et donc ça, c'est vraiment un point fondamental. Et je le redis et le redis, la concurrence donc de l'offre supplémentaire, ça finance le réseau dans des proportions qui ne sont pas symboliques, qui sont extrêmement importantes. Et les finances apportées, en général, sont quasiment de la MOP intégrale. Donc il y a là un moteur extraordinaire. Donc n'oublions pas, quand on parle du financement du réseau, l'apport de la diversité, pour ne pas dire la concurrence, de l'apport de nouveaux acteurs à l'équilibre financier du réseau. C'est fondamental. Pour l'aménagement du territoire, effectivement, rapidement c'est effectivement un travail qu'on mène aujourd'hui dans la fameuse étude dont je vous ai parlé, donc je continue mon teasing. Ce qui apparaît, c'est que la question du péage, effectivement, est centrale dans le fait que des dessertes soient ou pas rentables. Et il faut s'interroger dans quel périmètre elles sont rentables ou elles ne le sont pas. Je ne donne pas plus de détails que ça. En tout cas, c'est un vrai problème. Mais il ne faut pas dire, et ça c'est une grosse faute de dire, concurrence égale moins d'accès sur le territoire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Déjà aujourd'hui, avec la faible concurrence qu'il y a sur les CO, il y a des gares où il y a plus d'offres, et qui ne sont pas des grandes gares, ce sont des gares moyennes, j'allais dire, où il y a plus d'offres qu'avant. Donc l'Italie est un bon exemple, et d'autres sont un bon exemple. Donc c'est un très très bon exemple qu'on ne peut pas faire cette liaison bijective-là. Il faut regarder les choses, bien évidemment, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Mathieu Chabanel, deux questions. Est-ce qu'il y a encore de la place pour de nouveaux trains, déjà? Et contrat de performance entre SNCF Réseau et État, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on peut y voir plus clair? Puisque Rachel parlait un peu de stabilité, de visibilité, si c'est nécessaire. Deux vastes questions, ouais, c'est ça. Que, voilà, et tout ça en 30 secondes. Est-ce qu'il y a encore de la place? Globalement, oui, mais pas partout. Globalement, oui. D'ailleurs, la preuve en est. Je prends l'axe Paris-Lyon. On a signé des accords cadres avec Kevin Speed, avec SNCF Voyageurs, avec Trenitalia, avec Renfe, qui correspondaient à leurs demandes où on a trouvé un équilibre. Donc ça montre bien qu'il y a de la place. Et d'ailleurs, sur Paris-Lyon, on déploie le RTMS pour passer de 13 à 16 sillons par heure à l'horizon 2030 et pour consolider le fait qu'il y ait de la place. Il y a d'autres axes où il reste de la place. Il n'empêche qu'il y a 20 sections du réseau
qui ont été déclarés en déclaration prévisible de saturation à l'occasion de ce service annuel, et sur lequel on voit bien qu'il y a des risques de saturation. Vers Nantes, où on a un gros trafic TGV, TER par exemple, on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué de mettre au point des accords cadres pour citer une liaison comme celle-là. Donc il y a besoin, à certains endroits, de travailler à la désaturation. Je pense aussi aux enjeux, par exemple, du fret nord-sud. Si un jour on ne traite pas le nœud ferroviaire lyonnais, on ne réussira pas la croissance à la fois des RER autour de Lyon, enfin des services express régionaux métropolitains autour de Lyon, et le développement du fret qu'on aspire tous de nos voeux vers le tunnel Lyon-Turin, vers le port de Marseille et vers le nord de l'Europe. Donc voilà, il y a des endroits, le nœud ferroviaire lyonnais, les Angers-Nantes, etc., où, pour en prendre deux très emblématiques, où on a un enjeu de désaturation du réseau. Sur le contrat de performance, aujourd'hui, la balle, elle est dans le camp de SNCF Réseau. D'abord parce qu'on a eu la conférence Ambition France Transport, on en a identifié des moyens, il faut qu'on transforme ces nouveaux moyens en une trajectoire de qualité de service pour qu'on puisse la présenter à l'État. C'est en cours, c'est je pense que dans le mois d'octobre, ce sera fait. Il faut que l'État réagisse. Et puis, une fois qu'on sera tombé d'accord, on pourra mettre à la consultation ce projet de contrat de performance qui devra largement associer les autorités organisatrices, les entreprises ferroviaires, pour qu'elles puissent donner leur avis avant l'avis du régulateur sur ce document essentiel, parce que c'est un document qui donnera aussi de la visibilité au-delà des cycles de 3 ans qui sont les cycles de la tarification. Merci beaucoup. Plus de visibilité, c'est globalement ce que les uns et les autres attendent. Merci pour cette première table ronde qui pose un petit peu le sujet. Je vous remercie beaucoup. Mathieu Chabanel, vous allez rester avec moi. Je propose aux autres, merci beaucoup en tout cas de votre participation. On va avoir la présentation de l'Observatoire du réseau et des infrastructures ferroviaires de l'AFRA. Et pour cela, j'accueille Christian Bernard, directeur technique ferroviaire et relations réseau de l'AFRA, qui va nous présenter cet observatoire. On vous écoute. Bonjour à tous. Donc, l'année dernière, sur cette même scène, j'avais le plaisir de vous présenter le lancement de notre observatoire du réseau et des infrastructures ferroviaires. Mon intervention est placée juste après la première table ronde et avant la table fret, que je le rappelle, notre observatoire il fait uniquement sur le périmètre fret des membres de l'AFRA, donc plus de 50% des trains kilomètres aujourd'hui. Mais vous le verrez aussi, on rejoint un certain nombre d'interventions qui ont été faites sur la table précédente et notamment autour de la performance du réseau. Une première diapositive avec 2 courbes très simples, en trait plein, la ponctualité au départ des trains, et en trait discontinu, la ponctualité à l'arrivée de ces mêmes trains. Qu'est-ce qu'on constate ? Un progrès de 3,5 points depuis 2022. Je précise évidemment que pour 2025, nous sommes sur les résultats du premier semestre. Et à destination, malheureusement, une stagnation de la performance. Ça nous amène sur la deuxième diapositive. Sur cette deuxième diapositive, nous avons voulu illustrer un phénomène qui est somme toute assez logique, mais qui nous paraissait important d'illustrer. C'est que plus vous parcourez de distance, donc en fonction de votre temps de trajet, vous avez plus de risques de rencontrer des incidents en ligne et donc de la perte de temps. Donc avec 2 chiffres, simplement, j'en donnerai pas plus. Pour des trains qui parcourent un temps de trajet inférieur à 3 heures, nous avons 2% de ces trains qui arrivent avec un retard supérieur à 30 minutes. Et plus on a des temps de trajet importants, donc ici on a pris 10 heures, environ 650 ou 700 km, là nous avons 27% de ces trains qui arrivent avec un retard supérieur à 30 minutes. Je précise qu'ici on est sur un focus uniquement sur les trains qui étaient à l'heure au départ. Deuxième chiffre sur cette diapositive, 31 des pertes de temps en ligne de ces trains qui sont partis à l'heure en origine sont des pertes de temps liées à des causes SNCF Réseau ou externes. On entend par externe les tiers riverains ou des problèmes météorologiques, par exemple. Et au sein de ces 31%, un tiers sont liés à des problématiques d'infrastructure. Et ceci nous amène rapidement à notre troisième diapositive, sur lequel on a voulu faire un focus sur les incidents origine de SNCF Réseau, simplement pour marquer la prépondérance importante
des problématiques d'infrastructure. Et ici, quand je parle de problèmes d'infrastructure, je parle bien d'appareils de voie, de signalisation, de passage à niveau, donc du côté matériel de l'infrastructure, à contrario des incidents qui ont pour origine, par exemple, l'exploitation. Donc, plus de 60% de ces minutes perdues cause de gestion d'infrastructure sont liées à l'état de l'infrastructure, pour le dire très simplement. Et au sein de ce domaine de 60%, infrastructure, environ 23% correspond à des causes de signalisation. Sur ce domaine infrastructure et signalisation, nous, ce qu'on observe, c'est entre 2022 et 2024, une dégradation de 5 points. Et là, je vais faire une petite boucle sur la première diapositive, même si on va rester sur ce visuel. Progression de 3,5 points sur la ponctualité origine, donc des efforts produits par les entreprises ferroviaires pour rendre leurs trains à l'heure au départ, évidemment en collaboration avec le GFR d'infrastructure, notamment au travers du programme HD00 Système que je peux citer, donc évidemment un travail toujours collaboratif. Pas réellement de résultats à l'arrivée, puisque les progrès ne sont pas notables. Évidemment, la finalité, c'est le service à nos clients, aux chargeurs. Et donc, ce qu'on veut illustrer ici, c'est le plaidoyer pour la régénération du réseau, puisque malgré les efforts que peuvent faire les entreprises pour maintenir la ponctualité, pour améliorer la ponctualité à l'arrivée, il nous faut également un réseau performant, et ça passe par la régénération de celui-ci. Voilà, pour rejoindre les propos qui ont été tenus durant la première table. La performance du réseau, très importante pour l'efficacité du transport de fret. Et sur ce, je laisse la parole à M. Merci beaucoup, Christian Bernard, pour cette présentation. Une réaction rapidement, Mathieu Chabanel, sur ces éléments. Non, moi je dirais un double grand merci à Christian Bernard. D'abord parce qu'il a montré que 69% des retards ne sont pas liés à SNCF Réseau aux causes externes. Donc c'est une bonne nouvelle. Honnêtement, si c'était moi qui l'avais dit, personne ne m'aurait cru dans cette salle. Donc je remercie vraiment Christian de l'avoir montré. Non, et puis la deuxième, c'est que pour autant, on voit bien qu'il y a des causes SNCF Réseau qui sont importantes, qui sont notamment dans le domaine de la signalisation en dégradation nette et constante. Les appareils de signalisation, l'ensemble des équipements de signalisation, il y en a plus d'1 million, il y en a entre 1 et 2 millions sur le réseau, ils prennent 6 mois chaque année. Ça veut dire qu'on renouvelle en gros 2 fois pas assez vite, ça vieillit de 6 mois chaque année. Donc il faut absolument que ces efforts d'accélération du renouvellement de ces équipements interviennent. C'est la conclusion d'Ambition France Transport, c'est le sens du 1,5 milliard. À partir de 2028, on aura les moyens de travailler ce sujet-là, d'investir pour régler ce sujet-là, et ça portera ses fruits progressivement dans le temps, mais on est bien conscient des besoins et croyez en notre engagement pour améliorer cette situation. Merci beaucoup. Merci à vous deux, Christian Bernard et Mathieu Chabanel, pour tous ces éléments d'information.